Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir proposé cette présentation. Je m'excuse tout d'abord parce que je n'avais pas pu venir il y a 6 mois à la session des jeunes urologues parce que j'étais coincé dans des activités à l'hôpital. Donc je suis urologue à l'hôpital Pompidou dans le service du professeur Arnaud Méjean. Je suis actuellement praticien hospitalier contractuel avec un objectif de projet universitaire et je vais vous présenter aujourd'hui mes projets universitaires en onco-urologie. Et notre hôpital est rattaché également au centre hospitalier de Necker où nous faisons l'activité de greffe rénale en parallèle. Donc sur Pompidou, une grosse activité de cancérologie, surtout autour du cancer du rein, et sur Necker, une grosse activité de greffe rénale. Et ma thématique de recherche, du coup, et ma présentation a évolué justement sur ces différents domaines, avec initialement de la recherche dans le cancer du rein et actuellement un projet de thèse et de mobilité à l'étranger sur le cancer de la prostate, qui sont mes deux principales activités cliniques actuellement. Donc la chirurgie urologique est une chirurgie et une spécialité médico-chirurgicale. Notre activité médicale est tout aussi importante, voire parfois plus importante que l'activité chirurgicale, avec à peu près 10 à 20% des patients qu'on voit en consultation qui vont nécessiter une chirurgie, et pour tous les autres, un suivi médical, qu'il soit lié à de l'HBP, de la lithiase ou de la cancérologie. Et notre spécificité de spécialité médico-chirurgicale fait qu'on a la possibilité également d'être prescripteur et de suivre les malades dans le domaine de l'oncologie et de les suivre entièrement. Et c'est le cas par exemple dans le cancer de la prostate, qui actuellement relève d'hormonothérapie au stade avancé et d'hormonothérapie de seconde génération, qu'on a la possibilité de prescrire et donc d'être oncologue référent pour ces patients à partir du moment où on se spécialise et qu'on passe également le diplôme et le desk de cancérologie, en plus du diplôme de chirurgie. Donc c'est le parcours que j'ai décidé de choisir puisque j'ai toujours été intéressé à la fois par la chirurgie et la cancérologie. Et je me suis donc spécialisé en passant à Gustave Roussy dans le service du professeur Fizazi, qui est oncologue médical renommé dans le monde dans le domaine du cancer de la prostate. Et j'ai ensuite orienté mon parcours avec une mobilité que je dois faire normalement en novembre si j'obtiens des visas pour le Canada, dans le service du professeur Saad, qui est également onco-urologue et spécialisé en cancérologie de la prostate. Mon laboratoire de rattachement, c'est le laboratoire du Dr Vincent Goffin, dont je vais vous présenter les travaux préliminaires et sur lesquels j'ai travaillé pendant 3 ans dans le cadre de ma thèse de sciences. Coupez tout et laissez parler monsieur Darien. Donc comme je vous le disais, notre activité est médico-chirurgicale et en début de mon poste en 2016 à Pompidou, on a décidé de me permettre d'avoir une vraie consultation d'oncologie où je ne voyais que les malades du service urologique qui étaient traités pour des cancers du rein métastatiques ou des cancers de prostate métastatiques et que j'ai la possibilité d'avoir ce regroupement et cette spécialisation en lien avec les oncologues et ainsi avoir une formation et une expertise dans le service. Et donc les principaux patients que je voyais, c'était les patients avec un cancer du rein, renal cell carcinoma métastatique, chez lequel jusqu'à il y a 2-3 ans, on traitait par anti-angiogénique, c'est-à-dire des traitements PEROS de type inhibiteur de tyrosine kinase pour lever la stimulation angiogénique et l'axe du VEGF. Et vous le savez peut-être qu'ils relèvent maintenant désormais d'une immunothérapie ou de combinaison immunothérapie anti-angiogénique, donc je vais vous en reparler. Et ces malades-là, de ce fait-là et du fait de leur agressivité, sont toujours suivis par l'urologue et l'oncologue, car malheureusement le pronostic et leur survie se dégradent assez rapidement. Alors que les patients avec un cancer de la prostate métastatique, actuellement en 2020, lorsqu'ils se révèlent au stade métastatique, ont une survie de 5 à 6 ans, ce qui est assez exceptionnel pour un cancer métastatique. Donc ces malades ont vraiment, quand on les suit, on devient un petit peu leur médecin référent, leur oncologue référent, et c'est ça qui m'a plu dans ce parcours et dans cette idée d'avoir une activité translationnelle entre ma clinique, ma chirurgie, et puis ce que je pouvais faire sur le plan de la recherche, et puis de revenir de l'un à l'autre pour un petit peu étoffer ma prise en charge. Donc mes travaux de recherche ont initialement porté sur le cancer du rein, du fait que depuis 10 ans, ces patients métastatiques étaient traités par anti-angiogénique, parce qu'en 2016, l'AMM du sunitinib a permis de mettre en évidence que l'inhibition de l'axe du VEGF et de la néoangiogénèse en lien avec le cancer permettait de contrôler ces malades et d'avoir des survies, mais pas de guérison malheureusement. Depuis 3-4 années, l'immunothérapie est maintenant
autorisé avec un remboursement en France en première ligne depuis cette année. Et donc le cancer du rein métastatique relève actuellement d'une double immunothérapie qui a pour but de cibler, j'ai plus le micro je pense, le micro voilà, c'était éteint, qui a pour but de cibler ce qu'on appelle les checkpoint inhibiteurs, que sont PD-1 et CTLA4, qui ont fait l'objet d'un prix Nobel de médecine il y a quelques années, et qui sont des molécules qui en fait vont, lorsqu'elles sont exprimées à la surface des cellules tumorales des lymphocytes, mettre en repos complet les lymphocytes. Donc le principe de l'immunothérapie dans la plupart des cancers, ça a été démontré d'abord dans le mélanome, c'est de réveiller le système immunitaire en faisant du moins égale plus, c'est-à-dire d'inhiber un checkpoint inhibiteur et donc de l'activer au final, d'activer les lymphocytes et de réveiller le système du patient pour dégrader et détruire les cellules tumorales. Le mélanome a prouvé que les malades métastatiques pouvaient être mis en rémission depuis plusieurs années, il y a maintenant des reculs de plus de 5 ans, et actuellement on traite donc les cancers du rein par double immunothérapie. On cible PD-1 et CTLA4. Plus on cible de checkpoint inhibiteurs, plus on pense réveiller tous les lymphocytes, plus on est aussi toxique. Puisque le fait d'inhiber un inhibiteur va donc réveiller la potentielle auto-immunité du patient et donner des colites, des thyroïdites, des pneumopathies. Et les malades peuvent malheureusement mourir ou être mis sous corticoïdes pour une toxicité immunologique. On a donc l'idée de donner un traitement adéquat, mais on sait bien que si on ne cible pas tous ces checkpoint inhibiteurs, à un moment ou à un autre, la maladie va être remise en allergie. Donc mes travaux de recherche ont considéré le marqueur TIM3 et la coexpression de PD1 avec d'autres marqueurs que ceux qui sont traités actuellement par des molécules. Et TIM3 actuellement n'a pas de molécule thérapeutique qui le cible, et on a montré ainsi que lorsque les patients exprimaient sur leur tumeur ou leur lymphocyte plusieurs checkpoint inhibiteurs autres que PD-1, on avait un risque de ne pas être efficace avec un simple anti-PD-1 ou même une combinaison anti-PD-1 anti-CTLA4, et donc on aurait des mauvaises réponses et une évolution du patient. On a ainsi prouvé ça sur des données rétrospectives et prospectives. De manière prospective, toutes les tumeurs du rein qu'on opérait en frais dans le service étaient envoyées, et on regardait sur les lymphocytes de cette tumeur. Donc il faut savoir qu'il y a un infiltrat en lymphocytes dans la tumeur du rein de manière chronique, et que cet infiltrat peut donc exprimer PD-1 ou TIM3, et que quand il exprime les deux, il y a probablement une plus grosse agressivité, il faudra agir de manière plus agressive en termes de traitement. On a aussi montré que ces lymphocytes, finalement, on a prouvé le concept que ces lymphocytes ne sécrètent pas d'interférons lorsqu'ils sont exprimeurs de PD1 et TIM3, c'est-à-dire qu'ils sont en énergie complète, on dit qu'ils sont exhausted en anglais, ils sont fatigués, épuisés, et ça va être plus difficile de réveiller le système immunitaire du patient. On a essayé de montrer, puisque finalement, ces patients vont un jour évoluer vers la métastase, et quand on les opère d'une néphrectomie, ils ne sont pas au stade métastatique en général. Donc on a regardé sur des coupes congelées de patients déjà opérés, mais qui peut-être vont évoluer dans les années prochaines, si on pouvait rechercher sur la pièce initiale de néphrectomie ces comarqueurs et espérer ainsi pouvoir leur donner un traitement plus personnalisé au moment où ils allaient évoluer vers la métastase. Donc on l'a montré sur de l'immunofluorescence avec des comarquages qui est difficile à mettre en place sur le plan technique. On a pu ainsi montrer que le comarquage PD1-TIM3 entraîne ici en vert zéro sécrétion d'interférons par les lymphocytes du patient, donc une vraie allergie, et avec la possibilité de reprendre des pièces ici en congelé qui ont donc 10-15 ans et qui sont stockées dans la pâte, et de pouvoir comarquer, donc ça c'est des techniques un peu complexes de multiplex, comarquer à la fois le lymphocyte CD8, le PD1 ici en rose, le TIM3 en vert, et de voir ici par exemple un patient qui n'exprime que PD1 en bleu, et un autre patient ici par contre qui est PD1 TIM3 et donc qui va probablement avoir une mauvaise réponse aux immunothérapies qui sont maintenant indiquées. On a montré sur ces coupes de survie que ces patients-là, qui co-expriment donc plusieurs checkpoints inhibiteurs, hein, c'est un modèle PD1 TIM3, mais l'idée c'est de dire qu'il y a plusieurs checkpoints, que les molécules actuelles n'en ciblent qu'un ou deux, et que finalement les malades qui vont avoir plusieurs inhibitions à leur surface lymphocytaire ne vont pas répondre à une monothérapie, à un monotraitement contre l'un ou l'autre de ces marqueurs. Ça fait partie de ma recherche fondamentale. Donc, quand on parle de recherche translationnelle, on passe aussi de la chirurgie au laboratoire. Et notre activité, pour laquelle je me suis intéressé au cancer du rein, c'est que notre activité princeps à Pompidou, dans le service d'urologie du professeur Méjean, c'est la chirurgie du cancer du rein. Et dès que possible, ou en tout cas même à des tailles importantes, de conserver le rein et de faire une chirurgie de préservation rénale, si possible. Donc ça c'est la partie clinique que je vais désormais vous présenter. Je vous présente un petit peu ma partie recherche et mon évolution de profil de recherche du rein à la prostate pour montrer un petit peu l'activité d'un neurologue chercheur en cancérologie.
Donc notre activité clinique qui nous a inspiré sur le plan de la recherche clinique, elle est basée sur le fait que cette intervention est une intervention pour nous plus complexe qu'une néphrectomie élargie, c'est-à-dire retirer tout le rein est plus simple et on l'explique aux patients, puisqu'il n'y aura qu'une ligature de l'artère, la veine et de l'urtère, mais évidemment le patient perd une unité néphronique avec un risque d'insuffisance rénale, et on sait que les malades qui ont une insuffisance rénale ont une mortalité cardiovasculaire, cette fois-ci non pas liée au cancer, plus importante. Donc dans le service, on essaie de préserver le rein dès que possible, quitte à amputer le rein d'une bonne partie de son parenchyme et ensuite à suturer les voies excrétrices si elles ont été ouvertes et le parenchyme rénal. Cette intervention se fait le plus souvent sous clampage artériel, donc le temps est limité à 30 minutes en général pour éviter la morbidité de notre geste, c'est-à-dire une ischémie du rein qui pour le coup pourrait aussi entraîner une altération de la fonction rénale. Donc toute la balance entre la néphrectomie élargie qui ampute un rein complètement et la néphrectomie partielle, c'est de trouver le juste milieu entre une ischémie la plus courte possible du rein, la préservation du parenchyme et le risque de complications liées au saignement ou à la fistule urinaire. On s'est donc intéressé à la possibilité qu'on a de dire au malade quel est son risque hémorragique quand on opère une grosse tumeur du rein dans le hile ou autre, et est-ce qu'on peut le prédire par un Doppler. On s'est aussi intéressé à la graisse périrénale, puisque de plus en plus on se rend compte que ce qui rend cette intervention complexe, ce n'est pas seulement la taille de la tumeur, on imagine que si elle est complètement dans le sinus, on ne pourra pas garder le rein, mais c'est aussi les paramètres du patient. Vous voyez que plusieurs études de dernières années de la Mayo Clinique ont montré que l'épaisseur qui est ici mesurée en périrénale, c'est la graisse périrénale du patient, c'est reflété par la graisse viscérale, c'est plus présent chez l'homme et toute cette graisse-là, elle va être dégraissée au cours du début de notre intervention et entraîner une technicité supplémentaire. Et enfin, lorsqu'on opère des cancers du rein sous forme kystique, on a aussi une technicité qui est liée au fait de ne pas rompre le kyste et on a voulu étudier sur le plan clinique ces trois aspects-là. L'aspect hémorragique, on a repris une année de chirurgie sur donc 125 patients. On avait l'habitude de faire un Doppler quasiment systématiquement à J5 pour voir si notre tranche de fermeture du rein avait un faux anévrisme ou une fistule artério-veineuse qui était liée à nos sutures. Et si elle était à risque hémorragique, on s'est rendu compte que le fait de le faire à J5 n'apportait rien finalement, puisque les malades soit saignent des J1 et sont diagnostiqués sur une tachycardie, une déglobulisation et sont scannés au cours de l'hospitalisation, soit ceux qui vont saigner entre J10 et J15 plus tardivement. Et donc grâce à cette étude rétrospective, on a montré que finalement on avait dépisté qu'un seul faux anévrisme sur 194 patients pour finalement en emboliser donc un seul et prévenir une hémorragie, alors que la plupart des autres allaient être sans hémorragie ou bien saigner dans le service au cours de leur hospitalisation. Donc finalement à partir de là, on a changé nos pratiques et on a considéré le Doppler comme utile uniquement pour les très grosses tumeurs et plutôt vers J10 qui est la période où le faux anévrisme peut être constitué et sera utile d'être traité de manière préventive. La graisse dont je vous ai parlé, ça fait le sujet de ma thèse de médecine. On a souhaité l'étudier parce que la plupart des chirurgiens urologues vont vous dire qu'une néphrectomie partielle, quand il y a une graisse qu'on dit toxique en périrein, l'intervention devient tout d'un coup un enfer et beaucoup plus difficile, et c'est quelque chose qui n'était pas du tout rapporté dans la littérature. Il se trouve que la Mayo Clinic a scoré cette graisse, comme je vous l'ai montré, avec une épaisseur, à ce qui s'appelle le MAP score, et on a corrélé sur une année en prospectif que effectivement, plus il y a une graisse épaisse autour du rein, plus on va avoir des pertes sanguines, augmenter le temps opératoire. Et j'ai voulu regarder sur le plan histologique ce en quoi consiste ce qu'on appelle cette toxic fat, où au bloc opératoire on est embourbé dans une graisse, et en fait cette graisse, finalement elle a juste de la fibrose, il n'y a pas d'infiltrat en lymphocytes, et tout ce qu'on constate c'est que les adipocytes sont augmentés de taille. Et ça nous a paru intéressant parce que les adipocytes sécrètent de l'adiponectine, et il est prouvé que moins il y a d'adiponectine, plus il y a de cancer du rein. Et pourquoi j'ai regardé cette graisse, c'est aussi parce que vous le savez peut-être, l'obésité est le facteur de risque de cancer du rein. Et donc jusqu'à maintenant, rien n'a été étudié sur le fait que la graisse périrénale du coup, est plus importante chez un patient obèse. Le patient obèse est plus à risque de cancer du rein. Et donc on peut imaginer qu'il y a une discussion, une relation entre la graisse qui entoure le rein, la tumeur de rénale qui va se développer en dessous, et peut-être la difficulté opératoire. Mais est-ce qu'il y a une oncogénèse propre? C'est quelque chose qui est en cours d'étude. L'autre paradoxe dans ce cancer, c'est que l'obésité favorise le cancer du rein, mais on sait que les malades métastatiques à un cancer du rein, lorsqu'ils sont obèses, survivent plus longtemps. Alors est-ce que c'est biaisé par le fait que les patients maigres finalement révèlent une dénutrition? En tout cas, il y a un vrai paradoxe et une vraie étude actuelle sur l'obésité, le cancer du rein et la graisse périrénale. Nous, tout ce qu'on a montré sur le plan très pratico-pratique, c'est que finalement, il suffisait d'un bon sens clinique, les patients hommes âgés avec un tour de ventre important vont avoir une graisse viscérale importante, et on va tomber sur une graisse périrénale très importante.
qui est associée au syndrome métabolique et également à la maladie rénale. Donc ces malades vont avoir une chirurgie complexe qu'il faudra donc pouvoir leur annoncer avec un risque hémorragique plus important. Et enfin, pour finir sur la clinique et la recherche clinique du cancer du rein, on a donc étudié, comme je vous disais, les tumeurs kystiques qu'on a l'habitude d'opérer de plus en plus actuellement en mini-invasif, c'est-à-dire au robot. Et vous savez que la voie robotique, on n'a pas de retour de force, puisque nos bras sont connectés au robot, on n'a pas ce retour de force qui peut entraîner un risque de rupture, de perforation du kyste, et on s'est demandé si finalement ces tumeurs-là, qu'on classifie sur un scanner avec un risque d'être un carcinome kystique dans 30 à 90% des cas, mais à la fois des tumeurs qui sont peu agressives, est-ce que le fait de les rompre et d'avoir du liquide qui sort dans le périrein et dans le péritoine est un risque de récidive, oui ou non, en sachant qu'on n'a jamais étudié ce liquide et que ces tumeurs kystiques ne sont pas biopsiées, puisque la biopsie et la ponction d'un liquide n'apportent pas le diagnostic du carcinome qui lui est présent dans la paroi du kyste et dans les bourgeons charnus. On s'est rendu compte dans la littérature que cette rupture kystique, finalement, quand elle est bien révélée de manière honnête par les chirurgiens, elle arrive assez fréquemment, mais finalement, les tumeurs kystiques, on se rend compte qu'elles récidivent peu, qu'il y a une évolution très favorable. Alors est-ce que finalement ce liquide kystique n'est pas si inquiétant que ça? Donc on l'a regardé sur 20-30 patients chez lesquels on a ponctionné le liquide une fois que la pièce opératoire qui est là, vous voyez, donc là c'est la tumeur, avec ici le parenchyme rénal qu'on a enlevé, on enlève 1 ou 2 mm de parenchyme rénal sain, et on a ponctionné ce liquide et on s'est rendu compte sur 20 ou 30 malades qu'aucun n'avait de cellules tumorales dans ces kystes, sauf un qui était une masse de 14 cm. Donc on imagine soit que l'aiguille a vraiment eu des cellules tumorales dans le liquide, soit que ces cellules sont dans les cloisons. En tout cas, on s'est rendu compte que peut-être ce liquide finalement n'est effectivement pas tumoral du tout, et que donc le risque de rupture kystique et la bonne survie de ces malades est lié à ça, ou à la faible agressivité de ces tumeurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie cancer du rein. Donc effectivement, on est un service de cancérologie de greffe, et mon activité s'est ensuite déplacée sur le cancer de la prostate, parce que c'est l'activité princeps d'un neurologue qui prescrit et qui a le desk de cancérologie, et que ce sont des malades, comme je vous disais, qui maintenant ont 5 à 6 ans de survie, même au stade métastatique. Donc on devient en fait leur oncologue référent, et avec les hormonothérapies actuelles qui sont développées, en plus de la chimiothérapie, l'urologue peut suivre ces malades vraiment pendant 5-6 ans, quasiment seul et en lien avec le médecin traitant. Donc sur le plan du cancer de la prostate, c'est une maladie qu'on va opérer à des stades localisés, qu'ensuite on va traiter par hormones au stade métastatique, mais ces malades finalement sont un continuum, puisqu'ils peuvent évoluer en métastatique et récidiver après la chirurgie, ou être d'emblée métastatique dans moins de 10% des cas. Donc il faut savoir les prendre en charge de A à Z, et ça nécessite plusieurs panels, c'est-à-dire d'être à la fois prescripteur des hormones, avoir la capacité d'oncologie, savoir faire la curithérapie quand il s'agit de cancers de faible risque, et donc travailler avec les radiothérapeutes, savoir être chirurgien robotique, puisqu'actuellement la prostatectomie en France se fait dans 80% des cas par voie robotique, encore plus aux États-Unis. Donc avoir finalement ce panel, et c'est un petit peu ce qui est attractif dans le métier d'urologue, c'est d'avoir cette possibilité de passer de la médecine à la cancérologie, à la chirurgie, avec différentes techniques, et d'avoir des patients qu'on peut suivre. Donc on a étudié nous ces différents aspects, les effets de la curithérapie sur des cancers agressifs intermédiaires, la tolérance cardiaque des hormonothérapies qui sont actuellement prescrites en seconde génération, et on a comparé aussi nos données de chirurgie robotique à ce qui se faisait donc avant, c'est-à-dire la célioscopie dans des centres, et dans la plupart des centres qui n'ont pas le robot, et de voir si le robot apporte quelque chose ou pas. Ça, c'est la partie clinique qui est en cours de recherche, et mes travaux de recherche fondamentaux dont je vous ai parlé, qui vont démarrer, je l'espère, à Montréal en novembre, si je le visa, vont se porter sur la tentative d'essayer de prouver chez l'homme des résultats qui ont été étudiés chez la souris par le laboratoire Necker du docteur Vincent Goffin. Ces données, en fait, elles sont basées sur les connaissances qu'on a de la cancérologie du cancer de la prostate métastatique, qui relève toujours d'une hormonothérapie de première génération, avec, chez la plupart des malades, une hormonosensibilité qui va durer 1 à 2 ans, et de manière inéluctable, une résistance à la castration, le principe étant de faire chuter le taux de testostérone à 0 par des blocages de l'axe gonadotrope, et d'anticiper cette récidive, et donc d'avoir des biomarqueurs qui vont nous dire que ce malade-là va avoir une sensibilité aux hormones de 1, 2, 3 ans, ce malade-là va récidiver, et comment prédire ce stade qui malheureusement est mortel dans tous les cas, qui est la résistance à la castration, et qui va signer l'accélération de la maladie du patient avec l'accumulation cette fois-ci d'hormonothérapie de seconde génération, de chimio, et un risque de décès.
Donc il a été prouvé qu'il y a une population de cellules qui est peut-être cette population de cellules souches qui serait à l'origine de la récidive, peut-être qu'elles sont déjà présentes au stade de prostatectomie localisée, et ces cellules qui ont été retrouvées chez la souris sont les cellules dites luminales. Vous avez ici un épithélium de prostate, qui est donc une glande qui sécrète le liquide séminal et le PSA, qui est le marqueur. On sait que dans le cancer de la prostate, les cellules basales disparaissent, la couche basale va disparaître, et pour autant, on sait que ce sont ces cellules basales qui sont le plus souvent en cause dans la récidive. De manière étonnante, on n'a pas retrouvé ces cellules basales comme progénitrices et en lien avec la récidive. On a observé que les cellules luminales qui sont là et qui vont sécréter le liquide séminal, il y a une petite population de cellules qui vont être résistantes à la castration, qui vont avoir des propriétés souches chez la souris encore une fois, et qui de manière assez étonnante chez l'homme correspondent aux couches luminales qui ne sont pas celles qui sont attendues comme étant en lien avec la récidive. Donc le laboratoire de Vincent Beaufin a beaucoup étudié ces cellules chez la souris, ce sera ma dernière diapo, a beaucoup étudié ces cellules sur des prostates de souris saines, sur des prostates avec tumeurs précancéreuses et sur des prostates PTEN KO, c'est-à-dire avec le gène PTEN muté qui est un gène oncogène très classique dans le cancer de la prostate. Ils ont réussi à trier ces cellules dans le cancer de la prostate et à montrer que finalement il y avait cette petite population luminale avec des caractéristiques très particulières qui finalement étaient d'emblée résistantes à la castration, qui avait des propriétés souches, qui donc peut refaire un organoïde de prostate in vitro et peut démarrer une tumorigenèse de cancer de prostate chez la souris, même avec un taux de testostérone à zéro, c'est-à-dire dans une situation qui correspond à la résistance à la castration chez l'homme. Donc l'objectif de ma mobilité, c'est d'aller étudier sur une cohorte canadienne de plus de 2000 patients ces mêmes marqueurs qui ont été retrouvés chez la prostate. On a quelques données qui montrent qu'il y a ces cellules-là aussi chez l'homme. Est-ce qu'elles sont aussi relevantes et aussi importantes, et est-ce qu'elles sont vraiment en lien avec l'évolution létale des malades? Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Voilà, donc c'était l'objectif de notre présentation, de montrer un peu le panel de la recherche translationnelle en cancéro-urologie. Je vous remercie de votre attention. Je vous félicite de la qualité de votre présentation. Elle est très riche, très complète. Translationnelle, ça veut dire que vous faites la translation permanente et l'aller-retour permanent entre la réflexion, la recherche et la clinique. Passant l'un à l'autre, chaque situation éclairant l'autre situation. Je précise pour les gens qui nous écoutent en présentiel et sur Internet que cette communication, comme vous l'avez dit au début, était destinée à la séance de présentation des travaux de recherche et ça n'a pas pu être possible. Et donc c'est typique de ces séances de présentation des travaux de recherche des jeunes qui viennent enrichir l'Académie de chirurgie et qui font l'objet à l'Académie de médecine de présentation des meilleurs, une fois par an. Alors moi je voulais vous poser une question très, très concrète. Vous avez parlé pour donner deux questions très concrètes. Pour les néphrectomies, pour les prostates, vous avez parlé de la comparaison entre la chirurgie célioscopique traditionnelle et la chirurgie célioscopique robot-assistée. Et vous n'avez pas précisé si vous aviez une expérience comparant les résultats des deux méthodes quant à la facilité d'exécution et aux résultats moyen et long terme. Alors, du coup, effectivement, notre étude, on a voulu les comparer sur un mono-opérateur, parce que toute la difficulté de la robotique actuelle, c'est que les jeunes chirurgiens comme nous sommes formés d'emblée à la chirurgie robotique. La prostatectomie célioscopique, dans la plupart des centres pour ma formation parisienne, ne se fait quasiment plus. Donc la jeune génération est formée d'emblée au robot. Donc si on compare sa courbe d'apprentissage à la célio de chirurgiens très expérimentés qui ont 2000 prostates célio derrière eux, on n'aura jamais une comparaison d'égal à égal. Donc on a cherché dans notre petite étude à utiliser des données d'un mono-opérateur, qui est un des chirurgiens du service un peu avancé, qui exerce entre deux centres, en province où il opère en célio tous les jours, et à Pompidou un jour par semaine où il opère au robot. Donc sur la même année, sur la même période, les mêmes patients. Et donc ce qu'on constate chez un mono-opérateur, c'est que peut-être on a un peu plus de marge peut-être au robot parce qu'on a tendance à mieux voir, à vouloir mieux préserver les nerfs de l'érection,
on va du coup passer plus au contact de la prostate, parce qu'on a une meilleure vision, que pour l'instant en termes de sexualité, on n'a pas tout à fait réussi à prouver que la voie robotique faisait mieux en termes de récupération de la fonction érectile, qui prend vraiment des mois et des mois dans le cancer de la prostate. Les patients ont vraiment besoin d'une aide, pour ceux qui sont intéressés par la sexualité, et d'injection en général, intracaverneuse. Par contre, sur le plan de la continence, il semble assez clair que la voie robotique permet vraiment une récupération assez rapide de la continence, parce qu'on voit très bien le sphincter, et nos patients, globalement actuellement, relèvent exceptionnellement d'un sphincter artificiel ou d'une bandelette pour incontinence. Donc l'incontinence totale après prostatectomie ne semble plus être quelque chose de notre quotidien. Par contre, la dysfonction érectile, les nerfs érectiles passent des deux côtés, le cancer va être au contact, on va avoir du mal à prouver cela. Et en termes de marge, voilà, le marge c'est le risque de récidive, mais la marge en cancer de la prostate est assez fréquente, même si ça peut paraître choquant. Elle est de 15 à 20% dans la plupart des études, mais il n'y a pas 15 à 20% des patients qui vont récidiver. Donc la marge focale, c'est-à-dire du cancer au contact de la capsule là où on vient d'opérer, ne va pas entraîner forcément une récidive. Tant que le PSA est à 0 après l'opération, les malades sont considérés en rémission, et on ira irradier la zone que quand le PSA va remonter, et c'est heureusement pas 15 à 20% des malades. Donc voilà ce qu'on peut dire entre robot et Célio. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Jean Ménot. J'avais deux questions, l'une pour le cancer du rein, donc je suis le docteur Virag, l'une pour le cancer du rein, l'autre pour la prostate. Qu'en est-il en ce qui concerne le cancer du rein? Moi, à l'époque où je fréquentais beaucoup le service de Bertrand Dufour avec Arnaud et Chrétien, j'avais la notion qu'il y avait une tendance à déposer le rein, à le traiter, à faire la néphrectomie partielle et à reposer le rein. Et on refroidissait en ce temps-là. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est la première question. Et la deuxième question très courte, c'est qu'il y a des publications récentes, je crois qu'il y en a une ou deux, qui montrent que l'usage de haute dose de testostérone sur les cancers de la prostate métastasés aurait entraîné, je dis bien au conditionnel parce que j'ai vu ça, aurait entraîné des sédations, pas des guérisons, mais des sédations de ces patients qui sont métastasés et résistants à la castration. Est-ce que vous avez une idée de ça? Alors, pour ce qui est de vous parlez de la testostérone, oui. à haute dose. Alors, pour ce qui est de la testostérone, en France, on prescrit très peu la testostérone à visée, entre guillemets, de traitement de l'andropause, qui évidemment n'est pas aussi systématique ni symptomatique que la ménopause chez la femme. Elle est très peu dépistée en France, on l'étudie évidemment, et très peu d'urologues vont interroger un malade âgé avec de la fatigue et des troubles sexuels sur le fait qu'il y ait éventuellement un déficit, on appelle maintenant ce gros blard de déficit en testostérone lié à l'âge. Donc les urologues français et européens prescrivent peu la testostérone à visée de traitement d'andropause. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus prescrit avec des avertissements de la FDA sur une toxicité cardiaque de la testostérone prescrite larga manu. Et aux États-Unis, beaucoup d'études concernent le fait de pouvoir ou pas donner de la testostérone à un malade guéri d'un cancer de la prostate, puisqu'on sait que le stimulus des cellules prostatiques, c'est la testostérone, et que le principe du traitement au stade métastasique, c'est de la mettre à zéro, d'entraîner une castration, on n'aime plus utiliser ce terme, une castration biologique. Donc aux États-Unis, ce qui est prouvé, c'est que de donner de la testostérone 2, 3, 4, 5 ans après la guérison par chirurgie, par exemple, d'un cancer de la prostate, n'entraînait pas plus de récidive que ça. Maintenant, de savoir si la testostérone peut guérir des stades avancés, là, je n'ai pas du tout de données là-dessus, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de risque, entre guillemets, à traiter un malade guéri, donc non métastatique, avec de la testostérone pour son confort. Maintenant, de là à guérir la testostérone, comme c'est l'effet totalement opposé à ce qu'on fait, j'ai pas du tout de données là-dessus. Pour ce qui est du cancer du rein, donc vous parliez de néphrectomie partielle ex situ, c'est-à-dire on déconnecte le rein et on le traite sur table. C'est une chirurgie qui est faite exceptionnellement sur des éventuels reins uniques pour lequel il y a une néphrectomie contralatérale, il n'y a plus qu'un rein, il y a une grosse tumeur éventuelle. On pense qu'on ne peut pas la traiter dans le ventre parce que profondeur ou autre difficulté, et on va éventuellement le mettre sur table, le laver avec du froid, mais on l'a vu quasi de manière exceptionnelle. Ce qui est par contre parfois fait, c'est de le faire in situ avec du froid et du lavage pour que le clampage de l'artère rénale, s'il doit être prolongé et qu'il dépasse 30 minutes, ou même s'il est peu prolongé comme on est sur un rein unique,
n'entraîne pas une ischémie chaude, puisque évidemment quand on fait cette tumorectomie, on est en ischémie chaude, c'est-à-dire pas ce qu'on fait dans la greffe de rein. Donc finalement de pouvoir mettre de la glace dans le ventre, de clamper l'artère, de nous retrouver en ischémie froide comme quand on transporte un greffon pour une greffe, on se retrouve dans un métabolisme plus faible des cellules, moins de mort cellulaire, et donc on fait en général in situ cette exérèse avec du froid, et on le fait toujours, et les gens le fait sur des reins uniques avec grosse tumeur, et mettre du froid, clamper le moins longtemps l'artère et être en ischémie froide pour avoir le moins de lésions nécrocellulaires et d'ischémie reperfusion. Mais pas ex situ quasiment pas en tout cas. Je voudrais revenir un instant sur la graisse. Vous avez parlé d'enlever de grandes quantités de la graisse périnéale équivalente aux néphrectomies élargies d'autrefois. Vous le faites par célioscopie, par la parotomie? Alors la néphrectomie partielle. Non, par cellule, mais la graisse. La graisse, on la retire au cours de la cellule du robot de manière. Oui, mais c'est pour ça que c'est compliqué, parce que. Mais même en ouvert, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce sujet-là, on m'a dit au final quelle est la conclusion. Est-ce qu'il faut utiliser le robot ou la voie ouverte quand il y a beaucoup de graisse? Et au final, quand il y a de la graisse, c'est compliqué en ouvert, c'est compliqué en voie cellule, c'est toujours la même graisse. La difficulté de cette graisse, on dit qu'elle est toxique parce qu'elle décapsule le rein. Si on veut retirer toute cette graisse pour bien voir la tumeur et les berges, elle est tellement toxique, adhérente à la capsule, qu'on se retrouve à décapsuler le rein. Or, on sait que le rein, ce qui lui évite une hémorragie rétropéritonéale, c'est le fait qu'il y ait une greffe, une capsule, qui empêche d'avoir un hématome extracapsulaire, qui va contenir un hématome sous-capsulaire qui va se résoudre facilement. Lorsqu'on se retrouve à décapsuler le rein à plusieurs endroits, que ce soit en chirurgie cancérologique ou sur une greffe, on est dans une difficulté parce que le saignement, s'il a lieu, ne va pas être contenu par la capsule. Donc la difficulté de cette graisse en ouvert comme en cellule ou au robot, et le fait que si on veut la retirer pour bien voir la tumeur et bien réparer les berges, on risque de décapsuler le rein et d'avoir un saignement post-opératoire. Corollaire de graisse toujours, tout le monde sait actuellement que l'obésité favorise un certain nombre de cancers. En quoi elle favorise davantage le cancer du rein? Est-ce que vous le savez? Alors, on pense que c'est des fatty acides synthase, c'est-à-dire qu'il y a des études sur les voies d'adipogénèse. Il y a un gène qui s'appelle la fatty acide synthase qui a été retrouvé dans les cancers du rein métastatiques comme plus ou moins exprimé chez les patients. Et comme je vous disais, le paradoxe, c'est effectivement qu'un patient obèse métastatique va mieux répondre au traitement. Et on pense que c'est cette expression d'adipogénèse. On sait aussi qu'actuellement en cancérologie, la voie du glucose, la voie des acides gras est utilisée par la cellule tumorale. Il y a probablement quelque chose là-dessus. Avec cette sécrétion d'adiponectine qu'on a retrouvée comme ABC quand les adipocytes étaient de plus grande taille, on pense qu'il y a un lien sur ces sécrétions finalement autocrines, paracrines par les adipocytes, mais ce n'est pas encore vraiment montré. Jean-Claude, au final, ça reste un paradoxe. Juste une petite question sur votre expérimentation qui montre la récidive entre les disparitions des cellules basales et luminales et du basal, etc. Est-ce que vous avez fait des études qui avaient été présentées dans la présentation des jeunes chirurgiens génétiques et des variations entre ces deux populations cellulaires, c'est-à-dire celle qui va redémarrer? Oui, c'est une population cellulaire qui a des propriétés souches que n'a pas habituellement la couche basale. Les propriétés souches, justement, c'est-à-dire de recréer un organe in vitro complet, un organisme de prostate, des glandes, et de recréer une tumeur, c'est propre habituellement aux cellules luminales, qui habituellement ne sont pas celles qui résistent à la castration. C'est tout le paradoxe de cette petite population souche qui est à la fois luminale et a des propriétés inhabituelles pour cette classe-là. Elles sont inhabituelles, comme pour vous dire, pour répondre à votre question, elles sont inhabituelles en termes de propriétés de sécrétion d'hormones, en termes de prolifération, en termes de sécrétion d'enzymes. Donc sur le plan génétique fonctionnel, ce sont deux populations totalement différentes. Et cette petite population-là n'est ni basale, ni totalement luminale. C'est encore une autre sous-groupe de cellules luminales avec une propriété de résistance et de tumorigénèse propre. Xavier Martin, dernière vraie question. Merci beaucoup pour cet exposé. J'apprécie beaucoup cette méthodologie de recherche par des points très précis et qui peuvent apporter ensuite une rectification des conduites à tenir cliniques, et ça reflète votre curiosité puis celle d'Arnaud Méjean que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs,
Et je voudrais vous poser une question par rapport aux kystes Bosniak 4, ceux qui sont donc qui ont des cloisons avec du liquide. Bon, déjà, ma réflexion, c'est que quand on rompt un de ces kystes, il n'y a pas simplement du liquide qui va dans le rétropéritonéal, il y a peut-être aussi un peu de paroi. Bon, mais enfin, mettons ça à côté. Ensuite, est-ce que justement cette constatation que le liquide ne renfermait pas de cellules va vous faire changer vers la radiofréquence, va vous faire orienter vers la radiofréquence le traitement de ces cancers à forme kystique? Alors effectivement, et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on aime bien avoir une question et essayer de voir si, enfin en tout cas se poser une étude pour essayer de modifier nos pratiques. C'est le cas pour la Grèce, pour le Doppler. Cette étude, effectivement, elle avait pour but qu'on a un dogme dans le service qui est de ne pas opérer par voie robotique ou cellulaire les kystes tumoraux, par ce risque d'absence de retour de force, le risque de rompre quand on est en célioscopie, qu'on ne peut pas contrôler si le liquide se rompt, l'aspiration tout de suite, et surtout que le gaz de cellule au robot de pneumopéritoine va envoyer le liquide partout dans la cavité péritonéale. Donc s'il y a des cellules tumorales, on passe en stade de carcinose rétropéritonéale ou intrapéritonéale beaucoup plus rapidement. Donc le dogme dans les services de chirurgie en général, c'est que les kystes, carcinomes kystiques du rein, doivent être opérés en ouvert, sauf que ça fait donc une incision importante pour un patient, pour une tumeur qui est dite peu agressive. Parce que dans les Bosniak 3, tous ne sont pas malins, que la biopsie n'est pas possible et qu'on n'a pas l'histologie avant d'opérer ces gens-là, puisque biopsier la paroi du kyste est difficile, n'était pas tout à fait contre-indiqué, mais en tout cas, ce risque de passer à travers le liquide était un peu embêtant. Et qu'on sait que ces malades-là ne vont pas beaucoup récidiver, que ça va être des formes de carcinome kystique de faible grade. Donc on se retrouve actuellement à faire des chirurgies sous-costales ou des grosses lombotomies pour des tumeurs peu agressives. Donc le dogme était de dire on maintient quand même ces chirurgies ouvertes avec le risque de rupture. Le fait que maintenant on ait prouvé que sur 20 malades, il y ait un seul qui est du liquide, est-ce que ça va nous sécuriser notre voie robotique? Peut-être. Vous avez raison qu'il peut y avoir de la paroi du kyste et des bourgeons charnus qui vont se déverser dans la cavité abdominale. Actuellement, ça ne nous a pas fait changer notre attitude, c'est-à-dire que quand il y a un gros kyste, ça nous paraît plus sécure, et puis du coup 1 sur 20 c'est pas non plus 0, 1 sur 20 avec une cytologie positive, on garde la chirurgie par voie ouverte. Pour ce qui est de la thermoablation par radiofréquence ou cryothérapie ou micro-ondes, qui est actuellement indiquée chez des patients avec des petites tumeurs âgées pour lesquelles une chirurgie semble trop lourde, parce que comorbidité ou âge, les tumeurs kystiques peuvent être traitées en radiofréquence. C'est vrai que le radiologue doit quand même ponctionner et passer dedans, et du coup cet élément-là peut-être est rassurant pour eux, effectivement, du fait que peut-être s'il y a 2-3 millilitres de cellules qui sortent et de liquide, ça ne sera pas si préjudiciable pour le malade, mais on fait effectivement de la thermoablation pour ces tumeurs kystiques, alors que ça peut paraître contradictoire par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. C'est un élément effectivement rassurant, mais 1 sur 20, on ne sait pas trop bien si on peut conclure. On aimerait qu'il y ait d'autres collègues dans la littérature qui rapportent la cytologie pour voir s'il n'y a pas aussi de biais de technique chez nous. Et on va essayer d'inclure plus de malades pour voir si notre résultat est significatif ou s'il y a 0 cellule sur 100 patients ou s'il n'y en a qu'un seul. Bien, eh ben, merci beaucoup, vous avez suscité beaucoup de questions, sans aucun problème technique. Merci à vous.